Et on va aborder la dernière rencontre de cette 5e édition. Une petite dernière demi-heure concernant les NFT art, le numérique enfin dans l'art. Voilà le point d'interrogation et le dernier questionnement qui va être ici posé sur la scène de Média en scène. C'est toujours Olivier Pellerin qui va la présenter avec ses deux autres invités qu'il va bientôt recevoir et accueillir ici sur cette scène. Donc restez avec nous, voilà, c'est la dernière rencontre, c'est la dernière petite table ronde. Et après vous avez, je crois, la projection d'un film au 104 qui s'appelle Service public, qui retrace effectivement les coulisses de la matinale de France Info. Installez-vous, je vous en prie. Je vous en prie. Et je laisse la main à Olivier pour clore cette journée. À tout de suite. Merci François. Eh bien, re-bienvenue. Si vous étiez déjà là, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette table ronde sur l'art NFT et la question de savoir si le numérique entre enfin dans l'art. Question un peu polémique qui nous permettra de mettre un peu de poil à gratter dans cette dernière table ronde de la journée. Alors, si vous n'étiez pas là avant, le public entend parler de Web3 depuis le début de l'après-midi ici et on peut plus, enfin, il n'y a plus rien, ils connaissent tout sur... C'est même pas la peine de tenter une définition de NFT, ils la connaissent par cœur, les métavers, ils savent ce que c'est, la blockchain. Donc on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet de l'art et des NFT. Si on fait un petit rappel sur l'art Web3, évidemment, on pense à Beeple et sa fameuse œuvre d'art vendue 69 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Puis ensuite, en même temps, ou même peut-être avant, on a découvert les Profile Pictures, les fameux Bored Ape Yacht Club créés par Yuga Lab. Yuga Lab qui a ensuite récemment racheté les CryptoPunks, qui étaient aussi ces petits punks en pixels qu'on utilisait pour mettre en profil picture, en photo de profil de nos réseaux sociaux, si on avait suffisamment d'argent pour se les acheter. Donc il y avait aussi une notion de valeur très élevée. Je parle déjà au passé alors que tout ça est très récent, mais tout avance très très vite. Et petit à petit, le monde de l'art NFT se structure. Vous allez avoir le temps de vous présenter les uns après les autres, mais Lucie-Léonore Rivron représente la NFT Factory. Donc, on a déjà, qui a ouvert le mois dernier, et je crois qu'on est les seuls en France et dans le monde à avoir ça, un lieu physique dédié aux NFT. Donc, tu nous diras si c'est une galerie, si c'est un musée. Il y a des plateformes qui se développent. Thierry Jadot est là pour présenter la plateforme Minted Lab et nous expliquer justement ce qu'elle propose aux artistes. Et évidemment, on est en France, on est dans un pays de culture, on est dans un pays qui a du patrimoine et des musées. Et les musées, évidemment, ne font pas la sourde oreille aux NFT, même s'ils vont peut-être plus à pas de loup et avec un peu plus de prudence. Godefroy Jordan, tu auras la possibilité de nous peut-être donner des éclairages sur la manière dont les musées approchent justement ce Web3 qui, on l'a vu aussi plusieurs fois dans la journée, est encore sulfureux, notamment pour les mauvaises raisons de faillite crypto qui se passent de temps en temps et plutôt trop de fois qu'une cette année. Je vais revenir à cette question initiale, mais d'abord je vais vous demander justement si vous pouvez rapidement présenter vos activités et les structures que vous représentez dans le Web3, en commençant. Bonsoir, Godefroy Jordan. Moi je représente Twineva. Twineva, c'est une petite société qui a été créée par des vétérans de la tech et du patrimoine. On est 4 associés, dont Jacques Toubon, l'ancien ministre de la Culture. Et notre vocation, c'est de créer des collections de NFT à forte valeur ajoutée créative et artistique, en collaboration avec des institutions culturelles comme les musées ou avec des galeries ou directement avec des artistes. Merci. Lucie-Léonore. Bonsoir, moi je suis donc Lucie-Léonore et je dirige la NFT Factory, qui est un lieu physique dédié aux NFT qui vient d'ouvrir à Paris. Et on en discutera plus tard, mais pour moi, art NFT ou NFT art, ça veut absolument rien dire. À toi Thierry. Merci. Thierry Jadot. Alors j'ai monté avec 2 cofondateurs une plateforme technologique qui se veut un écrin pour permettre aux artistes, aux institutions culturelles, à tous ceux qui doivent animer ou qui ont envie d'animer des communautés, d'explorer le potentiel créatif du Web3.
Désolé, je buvais. Ah, mon micro. J'ai été trop rapide, donc je peux aussi, poursuivre si tu veux. Ouais, j'avais pas fini oui, mon micro fonctionne. Et on va rebondir directement On sur a ce été que trop synthétique. J'ai surtout bu de l'eau au mauvais moment. Je vais rebondir directement sur ce que tu disais et te laisser la parole pour expliquer pourquoi NFT art ou art NFT ne veut rien dire. Alors moi j'ai toujours l'impression quand on parle de art NFT, c'est un peu comme si on disait musique MP3. Alors il y a des gens qui me disent oh l'art NFT c'est moche, oui bah, c'est comme la musique MP3, on aime ou on n'aime pas, ben non en fait. Le NFT, pardon. C'est un support. Le NFT c'est même pas un support. Le NFT c'est une technologie. Alors je ne vais pas vous faire la définition, apparemment vous en avez entendu parler toute l'après-midi. Le NFT c'est une technologie qui permet entre autres l'essor de la commercialisation des œuvres d'art numérique. Les NFT n'ont pas du tout inventé l'art numérique. L'art numérique existe depuis les années 60. Simplement, c'est le marché de l'art numérique qui était quasi inexistant. Moi, avant de diriger la NFT Factory, je dirigeais une maison de vente aux enchères traditionnelle et je n'avais jamais vendu une vidéo, une animation 3D, etc. C'était très difficile parce qu'il y avait une dissociation entre le support et l'œuvre. Qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on aurait vendu avant le NFT? Pour vendre une vidéo, un CD-ROM, une clé USB. Une VHS. Une VHS. Alors il y avait des installations. NMJPEG, c'était plus facile parce qu'ils pouvaient vendre les écrans qui faisaient partie de l'œuvre. Mais ensuite, quand tout ça s'est dématérialisé, c'était très difficile parce que la vente d'une œuvre immatérielle, d'une œuvre numérique, aurait signifié arrêter sa diffusion. C'est-à-dire un artiste... Par exemple, un vidéaste ou une vidéaste qui voudrait vendre sa vidéo, ok, il l'a fait en 5 exemplaires, et puis ensuite il détruit le fichier. Enfin, tout ça était très compliqué, donc il n'y avait quasiment pas de marché de l'art numérique. Grâce au NFT, qui est donc ce certificat qui permet la propriété et qui permet la rareté, surtout d'un fichier numérique, on peut enfin avoir une œuvre d'art numérique unique et donc lui donner une valeur et donc lancer un marché. Donc pour moi, le NFT, c'est vraiment ce qui permet la commercialisation d'une œuvre d'art numérique et ce qui permet aux artistes numériques d'en vivre. Ensuite, ça a donné lieu à des courants, on va parler de crypto-art plutôt, mais voilà, c'était pour un petit peu resituer les choses et mettre en question cette proposition de NFT art. Est-ce que justement cette émergence d'un marché, ou en tout cas ce développement d'un marché grâce aux nouvelles technologies ou au nouveau certificat qui est le NFT, est-ce que ça permet de donner une reconnaissance qui peut-être enfin donner une reconnaissance qui faisait défaut à l'art numérique dans le monde plus général de l'art plastique, de l'art contemporain? Oui, je crois qu'effectivement, c'est la force, j'allais dire, de la blockchain, la technologie blockchain et le NFT, qui est un certificat d'authenticité d'une œuvre numérique, mais le NFT n'est pas l'œuvre elle-même, qui permet à des artistes de révéler leurs talents, de révéler leurs œuvres au monde entier. Parce que contrairement aux plateformes qui existent aujourd'hui, la force de la blockchain, c'est qu'elle se déploie vers l'extérieur, alors que lorsque vous avez une plateforme de type, alors je peux en citer une ou deux, mais de type Instagram, enfin vous devez faire venir votre public à vous, alors que la blockchain et tout ce système du Web3 permet à votre œuvre d'exister à plein d'endroits. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des artistes africains pour qui exposer à Paris, développer une photographie, l'encadrer, mettre un verre anti-reflet, ça coûte extraordinairement cher. Et la blockchain et les NFT leur permettent de faire découvrir leurs œuvres et de générer le revenu potentiellement avant l'utility, c'est-à-dire avant l'impression d'une éventuelle photo papier. Et d'une certaine façon, ça leur ouvre les portes du monde. Et vous savez que dans les pays émergents, l'adoption du crypto-art est bien supérieure à l'adoption en France. On a des taux, je crois c'est 2% en France, mais on est au-dessus de 20% au Nigeria, etc. Donc ça permet à des artistes africains d'accéder à des audiences du monde entier, notamment à des collectionneurs africains. Et puis surtout pour rebondir, je me permets, mais en fait ça renverse complètement les choses par rapport au fameux Web 2, parce que tu disais là, c'est finalement les artistes et les collectionneurs qui sont en contact direct. Parce que quand un artiste, Beeple, c'est ce qu'il faisait, tu parlais de Beeple, Olivier, Beeple, pendant 13 ans, tous les jours, il a posté une œuvre sur Instagram, tous les jours. Alors déjà, quand il la poste sur Instagram,
Elle ne lui appartient plus, elle appartient à Mark Zuckerberg. C'est la première chose. Absolument. Alors que quand on mint une œuvre, c'est-à-dire quand on crée un certificat NFT d'une œuvre, eh ben, l'artiste en a la pleine propriété, ça crée la propriété, et donc le potentiel transfert de propriété, la vente. Donc quand on est sur Instagram, on poste une œuvre, une image, elle appartient à Mark Zuckerberg, et en plus, c'est à nous de payer pour qu'elle soit vue. Le Web3 va complètement renverser ça. C'est-à-dire que comme il y a cette potentialité de vente, de propriété, donc de vente, eh bien, non seulement l'image, l'œuvre vous appartient en tant qu'artiste, vous pouvez la vendre à quelqu'un qui va vous l'acheter. Au lieu de vous payer Mark Zuckerberg pour que vos potentiels collectionneurs ou collectionneuses puissent voir cette œuvre sur Instagram. Ça renverse complètement les choses, la blockchain. Oui, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire l'artiste reprend le pouvoir dans le Web3. Et il n'est plus dépendant de plateformes centralisées. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques sujets qui se déroulent actuellement autour de Twitter. Si demain Twitter disparaît, tout ce que vous avez mis sur Twitter disparaît. Si demain, pour X raisons, la plateforme Instagram n'était plus rentable, pardon Florence, mais vous pourriez, Meta pourrait dire j'arrête finalement de diffuser des œuvres sur Instagram. Et donc, toutes les œuvres que vous avez présentées auraient disparu. En revanche, dans la blockchain, toutes les œuvres que vous déployez sont inscrites, j'allais dire presque pour l'éternité, dans ce système. Et donc, vous en gardez la propriété d'une part, et puis elles ont peu de chances de disparaître, puisqu'elles existent à plein d'endroits différents. Alors, comme tu l'as dit, le certificat n'est pas l'œuvre d'art. Aujourd'hui, le mécanisme, comme vous le savez, c'est que le NFT qui est écrit sur la blockchain. Alors on peut supposer qu'il y a des blockchains qui vont être plus pérennes que d'autres, mais je rappelle que la pérennité d'une blockchain, c'est le fait qu'il y ait des participants qui entretiennent des ordinateurs qu'on appelle des nœuds pour faire ce fameux minting, pour l'écrire, pour la répliquer. Donc si vous avez des petites blockchains, je crois qu'il y a 3500 ou 5000 crypto-monnaies, les projets qui ont le plus foiré, c'est 20 ordinateurs. Donc, il y a des grosses blockchains aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il y a 100 ordinateurs qui représentent 80% du minting. Donc, il y a quand même un enjeu de où est-ce qu'on met son NFT. Bon, ça, c'est le premier point. Et de ce point de vue-là, je partage le choix qui a été fait par Minted, qui a choisi Tezos, qui est sans doute la blockchain la plus décentralisée et la plus généreuse pour ses participants, la plus démocratique, donc a peut-être cette pérennité dont tu parles. Après, le fichier, lui, il n'est pas écrit sur la blockchain, sauf dans l'art génératif. Alors ça, c'est un truc dont on pourra parler. C'est pointu. Oui, c'est pointu, mais c'est très intéressant parce qu'il y a des artistes donc, qui ont décidé de se dire, puisque l'œuvre d'art elle-même, on va la mettre sur un fichier, sur un serveur de stockage, il y a encore un risque, on va revenir dessus. Moi, je veux que mon œuvre d'art soit écrite sur la blockchain. Et ce qui est magnifique, c'est que là, on voit se développer l'alliance de l'artiste et du codeur. Parce qu'il faut écrire le code le plus petit possible pour générer le plus d'émotions. Ce qui est en soi une nouvelle frontière de l'art, très intéressante. Mais je reviens sur mon point de vue du stockage. C'est peut-être là qu'on a la plus grosse fragilité encore en ce moment, puisque comme c'est nouveau, on va sur des blockchains ou des plateformes décentralisées dédiées au stockage, la plus connue étant IPFS. Est-ce qu'elles seront là dans 50 ans, dans 20 ans ? Elles ne sont pas menacées par Elon Musk ou Zuckerberg, mais elles sont potentiellement menacées par un déficit d'adoption, parce qu'il y a une logique économique derrière. Je n'ai pas intérêt à entretenir un serveur et l'électricité qui va avec, qui est de plus en plus cher, si derrière ça ne me génère pas un gain économique. Voilà. Donc il y a cet enjeu-là du stockage dont on ne parle jamais, mais qui est au cœur des sujets d'infrastructure de ce nouvel écosystème. Alors c'est bien parce que tu as réussi à élever le niveau technologique et la complexité des discussions en parlant d'IPFS, en citant Tezos, qui est entre autres une blockchain qui est en grande partie française en plus, on est à la maison de Radio France, donc on peut faire des cocoricots. Ça m'amène à arriver à des questions d'ergonomie et de curation, qui sont aussi vos enjeux. Je sais qu'à la NFT Factory, c'est Benoît Couty notamment, tu m'arrêtes si je me trompe sur le rôle qu'il a pris, c'est-à-dire qu'il est directeur artistique de la NFT Factory. Il avait créé le Museum of Crypto Art, c'est un collectionneur historique de crypto art. Et je sais aussi que sur Minted, vous avez évidemment une fonction de curation, puisque les artistes viennent consulter et déposer leurs œuvres, en tout cas solliciter Minted, voilà, pour espérer pouvoir faire partie de la plateforme. Comment vous gérez la curation à la NFT Factory et chez Minted ? Bien, nous, on teste beaucoup de choses.
Parce que à titre personnel, j'ai une vraie interrogation sur le rôle des intermédiaires traditionnels du marché de l'art. Je vous l'ai dit, je dirigeais une maison de vente aux enchères avant la NFT Factory. J'ai moi-même organisé la première vente aux enchères physique de NFT. Et je l'ai fait une fois, parce que j'étais là à cet endroit-là, à ce moment-là. Et puis je me suis dit que c'était complètement contre-intuitif. Parce que le Web3, la blockchain, c'est vraiment ce qui permet la transparence des transactions. Et que tout le marché de l'art était au contraire basé sur l'opacité. Quand on est une maison de vente, on garantit l'opacité entre un vendeur et un acheteur. Donc faire une vente aux enchères de NFT, c'était mettre de l'opacité alors que tout est lisible sur la blockchain. Donc c'est quelque part absurde. Et surtout, moi aujourd'hui, je défends vraiment cette idée de décentralisation, de désintermédiation, parce que la première blockchain Bitcoin s'est vraiment créée pour se passer des banques, se passer des États, se passer des intermédiaires. C'est vraiment au fondement du Web3. Donc décentralisation, désintermédiation, transparence. Ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des maisons de vente et puis des galeries dans le Web3 ? Donc aujourd'hui, à la NFT Factory, on cherche vraiment de nouveaux modèles, c'est-à-dire comment gagner de l'argent, parce que nous, on est un lieu physique, on a un loyer, on a des salariés, etc. Comment on gagne de l'argent tout en soutenant les artistes, en soutenant la création, mais en garantissant le respect des principes du Web3. Alors, on est en train, nous-mêmes, de permettre aux artistes de minter des œuvres avec un smart contract NFT Factory pour ne prendre que des commissions en échange de la visibilité qu'on leur offre, y compris physique, puisqu'on a une galerie physique. Et puis là, on teste un autre modèle tout début décembre. On fait une exposition open screen, c'est-à-dire qu'on a une 50aine d'écrans à la NFT Factory, et on les met en location le temps de l'exposition, du 1er au 11 décembre. Donc les artistes peuvent acheter l'écran, un écran, 2 écrans, 3 écrans, pour 10 jours, et mettre ce qu'ils veulent dedans. Donc là, c'est une curation complètement décentralisée. Alors, on a mis un petit thème, quand même. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on teste. Donc, on est vraiment dans une période de transition des rôles, notamment des intermédiaires traditionnels. Et c'est fascinant à observer. Et voilà, on teste. Est-ce que ça ne va pas renforcer la concentration ? Parce que la désintermédiation sur le papier, c'est génial. Mais quand on voit qu'il y a des centaines de milliers de créateurs qui ont mis des NFT, mais que la réalité, c'est que 1 pour 1000 a capté 99% de la valeur, on voit bien que ceux qui ont émergé, ils avaient les moyens d'investir dans leur propre marketing, où ils existaient auparavant, avec des communautés qui les suivaient, comme Akatao ou Beeple, ou récemment des artistes qui viennent du monde traditionnel, comme John Gerard ou Marina Abramovic. Ils sont connus mondialement, ils ont fait des biennales de Venise, donc c'est un peu plus facile. Et là, ce qu'on voit, c'est que tu dis, il faut louer l'écran. Donc, la galerie, quand un Perrotin va dans un squat trouver un artiste et qui lui dit je vais le prendre et je vais l'aider et je vais mettre 10 ans à le construire, et en lui amenant un revenu garanti, on voit bien que l'intermédiaire, il peut aussi avoir un rôle de construire par la curation un artiste en disant je vais avoir raison contre le public, je vais expliquer et je vais lui donner du temps. Alors que là, dans le temps du digital et de ces NFT, de ces artistes digitaux, tu vois quand même qu'il y a ceux qui maîtrisent le code, ceux qui maîtrisent le marketing digital, ça leur donne un avantage compétitif qui n'est pas forcément le fait que ça soit de bons artistes. Je fais un peu de la provocation. Le rôle des intermédiaires, justement, va être non plus de garantir l'opacité et de prendre 50 ou 60% du montant d'une œuvre, comme font les galeries traditionnelles, mais au contraire d'accompagner, justement, de donner de la visibilité, d'accompagner sur la gestion de la communauté, sur la création d'une communauté, sur des aspects marketing. Un artiste, il est là pour créer, il n'est pas là pour animer une communauté. Enfin, il peut le faire aussi, mais c'est pas forcément ça. Non, en fait, je pense que vous avez raison tous les deux. C'est-à-dire que les intermédiaires, en particulier les galeries, sont aussi des découvreurs de talents. Et donc, il faut les associer à ce grand projet. Parce que le Web3 ne se substitue pas à ce qui existait avant, ça vient se rajouter à l'existant pour faire découvrir des talents et des œuvres. Donc, bien sûr, il y aura des galeries qui vont jouer le jeu. Il va y avoir des galeries qui vont accepter de recevoir une part plus faible que ce qu'ils recevaient jusqu'à présent. C'était du 50-50. Et puis quand l'artiste était peu connu, c'était plutôt 40-60. Quand il était très connu, c'est 60-40, etc., etc. Donc nous, on veut associer les galeries
à ce mouvement-là, parce que je suis d'accord avec toi, qui sont des découvreurs de talents et que parfois ça leur prend 10 ans à faire émerger un talent. En revanche, on veut aussi donner la possibilité aux auteurs, aux créateurs, d'exister en eux-mêmes. Donc la plateforme que nous proposons, c'est une plateforme qui effectivement se veut nativement éco-responsable et respectueuse de l'environnement d'une part, en ayant des frais de transaction, je crois, parmi les plus faibles du marché, dans un souci de démocratisation de l'art et de l'accès à l'art en particulier. Et donc la plateforme, elle offre à l'artiste de construire sa propre galerie, de définir lui-même, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est lui qui définit la répartition de la valeur entre les ayants droit avec sa mère, sa femme, son amant, la galerie s'il souhaite embarquer la galerie, donc c'est lui qui définit la répartition de la valeur, mais les galeries aussi peuvent exister dans cet univers-là en constituant leur propre univers visuel et éditorial, puisque c'est une plateforme qui leur permet d'exister en tant que telle. Et ce sont eux qui sont à la manœuvre en respectant leur ADN. Parce que c'est fondamental, quand vous regardez sur les blockchains aujourd'hui, vous allez sur n'importe quelle plateforme, vous regardez la partie éditoriale. En fait, vous n'avez que l'historique l'historique des ventes et l'historique des achats, etc. Nous, ce qu'on veut reconstituer, c'est ce qu'on a quand on est dans un musée ou lorsqu'on est dans une galerie, c'est-à-dire l'artiste qui raconte les raisons de l'œuvre qu'il présente, pourquoi est-ce qu'il a créé cette collection. Donc, et c'est à lui d'être à la manœuvre, c'est ce qu'on propose. Et alors justement, la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est du public. De l'accès qu'on donne à l'art, de peut-être une démocratisation, et peut-être aussi dans la table ronde précédente, Louis Cacciutolo, qui a fondé Vroom, à une question qui lui était posée sur la typologie de ses utilisateurs, il disait qu'il constatait être sur des utilisateurs de 12-15 ans. Godefroy, tu travailles en partie avec les musées. Est-ce qu'il y a un enjeu en adoptant le crypto-art et des codes qui s'adressent aussi à peut-être des publics plus jeunes, à des publics qui ont l'habitude de jeux vidéo, justement, il y a un enjeu de rajeunissement du public. Et est-ce que ça nécessite des mesures d'ergonomie pour que tout ce dont on est en train de parler, qui a quand même certaines technicités, certaines complexités, puisse être disponible de manière plus simple? Il y a un terme anglais qui est seamless, donc sans couture, enfin... Est-ce que ce sont des enjeux et est-ce que les musées sont attirés par ça? Ta question en fait définit le paradoxe et un peu le piège dans lequel on est aujourd'hui. C'est que d'un côté, on voit bien que c'est un moyen de toucher de nouveaux publics. Aujourd'hui, la question centrale des institutions culturelles et des musées, c'est qu'avec dans le monde de l'après-Covid, il y a une part substantielle de revenus de visites, de touristes chinois qui sont plus là, ou japonais, etc., qui posent problème dans l'équation budgétaire, d'une part, et puis même dans leur rôle, parce que au-delà du billet qui n'est pas acheté, le rôle d'un musée, c'est de conserver pour expliquer les œuvres et les montrer. Les scolaires, par exemple, c'est important pour un musée. Donc, évidemment, toutes les institutions se disent, avec ça, on va pouvoir être vu dans le monde entier, à la vitesse de la lumière, et par des nouveaux publics. Maintenant, il y a deux difficultés. La première, c'est l'accès, parce qu'il faut aujourd'hui, pour acheter un NFT, il faut avoir un portefeuille crypto, et ça, c'est une frontière qui est devant nous et qu'on a tous à gérer pour devenir seamless, c'est-à-dire que ça devienne un sous-jacent technologique qu'on ne voit plus, un peu comme quand vous payez avec votre carte de crédit sur un site marchand qui utilise Stripe, qui a fédéré 350 cartes de crédit, 1000 banques. Bon, voilà, n'importe quel e-marchand peut instaurer avec 10 lignes de code un système de paiement par carte. Bon, il faut qu'on ait ça demain. Et tout le monde y travaille, c'est la course là, et ça va exister. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des partenariats qui arrivent à développer après, qui se font avec des acteurs du retail ou des banques. Puis le deuxième, qui est plus important, qui est le plus dur, c'est l'esthétique. C'est que le jeune qui a une esthétique jeu vidéo, qui aime Roblox, est-ce que Ingres ou Rubens, ça va lui parler? Voilà. Et c'est là qu'il y a un travail à faire, c'est que la plasticité du fichier numérique permet la collaboration. C'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait pas dire à un peintre « viens au Louvre et viens repeindre ». Tu peux jeter un peu de soupe dessus si tu veux, mais ça, c'est pas autorisé. Mais viens repeindre par-dessus le Rubens.
ou va faire une immense photocopie des noces de Cana et puis travailler dessus. Impossible. Avec le numérique, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire des collaborations très faciles. Et à ce moment-là, le musée devient éditeur de produits dérivés qui peuvent avoir un sens pour ces publics. Je vais prendre un exemple, vous l'avez peut-être vu, sinon regardez-le. C'est le travail que Akatao a fait, qui est deux designers italiens qui sont dans le top 10 des artistes digitaux, on ne va pas dire des artistes NFT, surtout non, pas. Ce sont des crypto-artistes. Ce sont des crypto-artistes, voilà. Et ils ont travaillé pour une vente aux enchères d'une maison américaine sur une tête de Léonard, tu as fait la publicité à ma place, de Léonard de Vinci. Et ils ont fait un truc qui était, on pouvait voir avec un casque Oculus, qui disait qu'il y avait une tête un peu cyber qui sortait du dessin. Bon, bah ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. En fait, ce qui est important dans ce qu'on se raconte ici, c'est que effectivement, les instituts culturels ont perdu du public, en particulier du public asiatique, et je pense que ce public, en particulier chinois, sans doute ne reviendra jamais, parce qu'on leur empêche d'avoir des passeports, donc ça va être très compliqué. Comment est-ce qu'on crée les conditions pour qu'en amont, grâce au Web3, grâce au numérique, on fasse revenir ces publics sur place, dans les musées, dans les institutions culturelles? Comment est-ce que le numérique et le Web3 peuvent permettre de faire vivre des expériences une fois sur place qui finalement créent un job de médiation entre, en particulier, des jeunes publics et l'institution culturelle, pour qu'on ne se retrouve pas avec des scolaires qui disent « Oh mon Dieu, je vais voir un musée, qu'est-ce que ça va être pénible ?» Et enfin, dernier axe, c'est comment est-ce qu'une fois qu'on est parti, on continue d'entretenir le lien, et ça le Web3 le permet, grâce aux NFT, avec cette institution culturelle, avec les expositions, avec des expositions temporaires, avec surtout le patrimoine dans les institutions culturelles qui, comme vous le savez, à plus de 80%, ne sont jamais exposés. Et sans oublier parce qu'ils ne sont pas numérisés. Parce qu'ils ne sont pas numérisés, mais il n'y a pas la place non plus, il n'y a pas les murs. Ouais, ça, mais en plus, là, tu peux avoir une économie je peux financer la numérisation. Et ce qui m'intéresse aussi, je trouve, c'est comment est-ce que le NFT, comment le Web3 peuvent servir des actions de mécénat afin que celui qui, plutôt que de donner de l'argent, achète finalement une sorte de copropriété d'une œuvre ou d'une copropriété d'une restauration. Et d'un point de vue d'engagement, ce n'est pas tout à fait pareil d'être copropriétaire d'une restauration ou d'une œuvre que juste d'avoir envoyé un chèque. Alors, quand François est le petit génie, quand il apparaît derrière nous, voilà, c'est vraiment c'est que la lampe va se refermer. Donc vas-y, Lucie Léonore. C'était pour témoigner qu'il y a un vrai potentiel, c'est qu'aujourd'hui, la NFT Factory, on est juste en face de Beaubourg et qu'on accueille 1 millier de personnes par week-end et que ce sont des gens très jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, qui postent des choses sur TikTok, etc. et qui vont peut-être pour la première fois dans une galerie. Voilà. Ils amènent leurs parents ? Parfois. Ou voir leurs grands-parents même, parce qu'on a parlé de la grand-mère de la SACEM tout à l'heure. Donc la SACEM fait aussi des NFT, donc on voit que finalement on termine sur une note intergénérationnelle, et c'est une belle note justement que ces NFT soient des passerelles entre les générations. Merci beaucoup Olivier. Merci François pour cette conclusion. Je te laisse conclure si tu veux généralement votre débat, mais avant peut-être à conclure, peut-être une toute dernière question, ça sera la dernière c'est la question que je me posais. De l'après-midi, la dernière de l'année 2022 concernant cette 5e édition. En fait, la dernière de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule 5e édition de Média en scène. Donc c'est la dernière chance de poser la dernière question de cette dernière édition. Est-ce que vous la saisissez? On va donner 5 secondes, car c'est la 5e. Ça a mis trop de pression. Non, regarde. Ah, et voilà. Ça sera donc historique. Nous assistons à la dernière question de cette dernière édition, avant bien sûr la 6e. Est-ce que vous en vivez? Et c'est une question de survie. Est-ce que vous en vivez? Alors, les artistes peuvent enfin vivre de leur art grâce au NFT. Ah ouais, c'est vous Moi, je dirige la NFT Factory. Alors, en ce qui nous concerne, la structure, elle a 6 mois d'existence. Elle est financée en partie par la FNAC, qui a mis quelques millions d'euros dans notre plateforme, ce qui nous permet d'accéder quand même à ces audiences, 7 millions de porteurs de cartes. Donc, nous n'en vivons pas encore, mais nous faisons en sorte que les artistes qui minent sur la plateforme, eux, en vivent, et beaucoup mieux que ce qu'ils vivaient dans le Web 2. Voilà. Non, nous n'en vivons pas. J'allais dire on allait terminer sur une note positive, mais il y a quelqu'un qui dit « Et non, je n'en vis pas ». Pour la 6e édition, on invitera les succès. Les artistes peuvent enfin vivre de leur art. C'est ça qu'il faut retenir de la journée et de la soirée. C'est juste. Voilà, donc la 6e édition, on aura les survivants. Et merci en tout cas vous d'avoir été jusqu'au bout en cet après-midi. Vous pouvez applaudir nos invités.
Et vous applaudir aussi pour votre écoute et vos questions assidues. Merci à l'équipe technique et rendez-vous l'année prochaine.